Schönen guten Tag und hallo. Natürlich geht es auch heute Bonne journée et bonjour. den Krieg im Gazastreifen und Aujourd'hui, nous devons inévitablement parler de la guerre dans la bande de Gaza et de ses conséquences. Par moments, il semble que la guerre disparaisse presque des médias locaux, mais il y a encore d'énormes répercussions internationales de l'usage de la violence là-bas. in Deutschland En Allemagne, le conflit est généralement perçu sous un angle très spécifique. Je n'ai pas besoin de détailler cela ici. Il y a ici l'opinion que les bonnes leçons de l'histoire allemande récente ont été apprises en se positionnant sans réserve derrière la politique d'Israël. gelernt habe, indem man sich vorbehaltlos hinter die Politik Israels stellt. Diese Haltung kann man natürlich einnehmen, aber was, wenn On peut bien sûr adopter cette position, Vorgehen im Gaza mais que se passe-t-il si les actions israéliennes dans la bande de Gaza deviennent de plus en plus meurtrières et que l'Allemagne est alors en quelque sorte tenue pour co-responsable? ausgelöst durch die Klage C'est un peu le dilemme déclenché par la plainte du Nicaragua contre l'Allemagne pour complicité de génocide. spielt man hier On minimise un peu la situation ici, bien sûr, mais la plainte du Nicaragua, si on l'examine de plus près, est pourtant intelligemment rédigée, intelligent dans la mesure où la plainte originale était de l'Afrique du Sud contre Israël, le 26. die Klage Südafrikas gegen Israel am 26. Januar zur Folge hatte, dass der Internationale Gerichtshof Le 26 janvier, cela a conduit la Cour internationale de justice à La Haye à constater des indications claires d'une démarche génocidaire dans la bande de Gaza. die den Eindruck Israël a été sommé de cesser les actions qui pourraient donner l'impression que cette direction serait poursuivie. Jusqu'à présent, Israël n'a pas respecté ces directives. müsse sich als Drittpartei Comme l'Allemagne s'est positionnée en tant que tierce partie en faveur d'Israël devant la Cour pénale, elle a maintenant un problème. als wir L'Allemagne est le seul pays au monde qui s'est positionné en tant que tierce partie en faveur d'Israël et a ainsi fourni une base pour la plainte du Nicaragua pour complicité de génocide dans la bande de Gaza. zum Genozid, L'issue de tout cela reste pour le moment incertaine. wie das Ganze ausgeht, kann man jetzt noch nicht ermessen. Aber es ist doch interessant zu sehen, dass die Bundesregierung Mais il est intéressant de voir que, devant le tribunal en avril, le gouvernement fédéral n'a pas dit ce qu'il dit habituellement, à savoir qu'il se tient inconditionnellement et sans aucune réserve aux côtés d'Israël, et que toute la plainte de l'Afrique du Sud est totalement dénuée de sens. Verteidigung in Den Haag Au lieu de cela, l'argumentation de la défense allemande à La Haye était principalement axée sur le fait que les livraisons d'armes de l'Allemagne à Israël avaient déjà été considérablement réduites. Donc un changement de ton. Et cela est remarquable, car mon impression est que le gouvernement fédéral est déjà nerveux. Imaginez que le tribunal de La Haye conclue effectivement que l'Allemagne porte au moins une part de responsabilité dans ce domaine. Schuld in diesem Bereich trage. Das wäre unangenehm für Deutschland. Cela serait gênant pour l'Allemagne. Après tout, nous sommes connus comme les champions du monde de la morale. Si la plus haute cour des Nations Unies détermine que la morale allemande est en fait très relative, cela serait embarrassant, également pour l'image de l'Allemagne dans le monde. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que la plateforme de nouvelles israélienne Inet a rapporté le 29 mars une conversation en tête-à-tête. Il s'agissait probablement plutôt d'une conversation à trois. Il était question d'une rencontre entre la ministre des Affaires étrangères, Baerbock, et son homologue israélien, Israel Katz. Lors de cette conversation, elle a exprimé son inquiétude de pouvoir également être personnellement poursuivie pour crimes de guerre. Kriegsverbrechen belangt werden könnte. Also es scheint doch so zu sein, dass es den ersten Il semble que peu à peu, on commence à réaliser que ce soutien inconditionnel au gouvernement de Tel Aviv, que l'on pourrait poliment qualifier de pas nécessairement équilibré dans son comportement, est problématique. Le moment pourrait venir où les responsables à Berlin réalisent que nous avons ici un problème. Le conflit dans la bande de Gaza est souvent minimisé en Allemagne ou présenté principalement comme un problème humanitaire résultant de difficultés d'approvisionnement. Rarement est-il clairement indiqué que la cause de ces problèmes réside dans les actions du gouvernement israélien qui a interrompu les voies d'approvisionnement vers la bande de Gaza. natürlich insoweit die israelische Regierung ist, als die Versorgungswege in den Gazastreifen unterbrochen hat. Es ist ihr erklärtes Ziel, die Lebensbedingungen
C'est leur objectif déclaré de rendre les conditions de vie pour les Palestiniens dans la bande de Gaza de plus en plus insupportables. Ils espèrent naturellement que cela forcera les Palestiniens à quitter la région. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Ce conflit est souvent minimisé, non seulement en Allemagne, mais aussi en Europe occidentale et dans les pays occidentaux en général. Dans le Sud global, en revanche, la question de la Palestine, le conflit de Gaza, est un sujet très important. Cela conduit à remettre de plus en plus en question l'image de l'Occident comme bastion de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme. Immer mehr heruntergefahren wird und es gibt nicht wenige Staaten im globalen Süden. Il y a de nombreux États dans le Sud global qui commencent à nous mépriser, ou du moins à ne plus prendre l'Allemagne au sérieux. Comment peut-on prêcher la morale tout en fournissant des armes à un pays qui tue à grande échelle des Palestiniens dans la bande de Gaza? En Allemagne, il est souvent argué qu'Israël a le droit à la légitime défense. Cependant, cet argument est très relatif, car aucun droit de légitime défense n'inclut le droit de tuer des dizaines de milliers de civils. Cela n'a plus grand-chose à voir avec la défense. Il est intéressant de noter que ce sujet fait de plus en plus de vagues aux États-Unis, notamment dans les universités. Das Thema immer größere Wogen schlägt an den Universitäten nämlich. Sie haben es möglicherweise verfolgt, zahlreiche Universitäten. Vous l'avez peut-être suivi, de nombreuses universités enregistrent déjà de grandes manifestations. Il y a des camps sur les campus des différentes universités, surtout dans le nord-est, mais aussi au Texas et en Californie. Ce mouvement prend de plus en plus d'ampleur. C'est la première fois qu'une telle vague de protestations se profile. La première fois depuis la guerre du Vietnam, pourrait-on dire. Le mouvement prend de la vitesse et il reste à voir où ce voyage nous mènera. C'est vraiment remarquable. En général, on parle de manifestations pro-palestiniennes. Cependant, je ne suis pas sûr que la division en pro-palestinien ou pro-israélien soit vraiment pertinente. Car il s'agit avant tout d'adopter une position humaine et de ne pas simplement être pour ceci ou contre cela. Les deux côtés ont leur propre récit. Il est clair que le côté israélien évalue la situation différemment du côté palestinien. Mais au-delà de toutes les perspectives différentes, nous avons finalement des dizaines de milliers de morts dans la bande de Gaza et une destruction presque totale à déplorer. 80% des bâtiments y sont désormais détruits. La bande de Gaza ressemble à un champ de ruines. Il est donc tout à fait compréhensible et légitime que des gens dans le monde entier se solidarisent avec les victimes de cette catastrophe et souhaitent que cette misère prenne fin. Et le fait que ce phénomène se répande maintenant aux États-Unis est remarquable, car tant les niveaux de direction aux États-Unis que de nombreuses universités sont, il faut le dire, souvent pro-israéliennes. Dans le passé, il y a eu plusieurs initiatives visant à pénaliser les voix qui ne représentent pas la ligne du gouvernement israélien. Cependant, nous assistons maintenant à un nouveau développement, particulièrement remarquable, car il se produit principalement dans des universités privées d'élite, où la protestation a considérablement augmenté. Dans certaines universités, de telles protestations ont même été réprimées avec une violence brutale. Il y a déjà des populistes, y compris le porte-parole républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui propose d'utiliser la garde nationale pour mettre fin aux manifestations. Une situation similaire s'est produite dans les années 1960, lorsque des membres de la garde nationale ont ouvert le feu sur des étudiants, entraînant de nombreux morts. Bien sûr, ce n'est pas la voie à suivre. Cependant, les mesures coercitives que certaines directions d'universités tentent de prendre ont conduit à une solidarité entre les universités, les étudiants et parfois aussi les enseignants. Ainsi, les mesures répressives pourraient paradoxalement entraîner une augmentation des manifestations. Et le cœur du conflit ou de la critique est bien sûr que Biden continue de fournir des armes à Israël à grande échelle. Un nouveau paquet d'armes pour Israël vient d'être négocié au Congrès,
Israël reçoit encore une fois des armes d'une valeur de 16 milliards de dollars provenant des stocks américains. D'ailleurs, entre le 7 octobre et le 7 mars, les Américains ont approuvé et effectué au total 100 livraisons d'armes supplémentaires et substantielles vers Israël. Les Américains restent silencieux sur le volume de ces livraisons, mais il y a des experts militaires israéliens qui disent clairement que sans ce soutien des États-Unis, les Israéliens ne pourraient pas mener cette guerre. Le deuxième plus grand soutien d'Israël, c'est nous, les Allemands. Nous sommes les deuxièmes plus grands fournisseurs après les États-Unis. Entre autres, les Allemands ont livré à eux seuls dans les 4 premiers mois 500 000 cartouches de munitions pour mitrailleuses. Où sont-elles utilisées? Exactement. Il est donc compréhensible que cela émotionne et indigne, ce qui entraîne des protestations. Surtout, il est remarquable que les universités d'élite riches, y compris Yale et Harvard, aient l'habitude d'investir leurs fonds, qui proviennent principalement de frais de scolarité élevés et de dons généreux, dans l'industrie de l'armement. Cette industrie produit ensuite également des missiles et des munitions pour Israël. Remettre en question cet engagement lucratif est une préoccupation majeure des manifestants aux États-Unis. Il est également intéressant de noter qu'il y a de grands changements au sein de la communauté juive aux États-Unis. Cette communauté est beaucoup plus diversifiée qu'en Allemagne, pour diverses raisons. Elle n'est pas seulement plus grande, mais aussi plus complexe. Il est remarquable que les sondages montrent que le soutien inconditionnel et sans réserve à la politique du gouvernement israélien respectif se trouve principalement parmi les Juifs américains de plus de 60 ans. Outre la National Rifle Association, le Comité des affaires publiques américano-israélien, connu sous le nom d'AIPAC, est considéré comme l'une des organisations de lobbying les plus influentes aux États-Unis. C'est une organisation de lobbying pro-israélienne dans le sens où, peu importe qui détient le pouvoir en Israël, même s'il s'agit de faucons, nous les soutenons. Cependant, le soutien pour AIPAC diminue au sein de la communauté juive aux États-Unis, plus les gens sont jeunes. Ainsi, dans la génération des 20 à 30 ans, une majorité est contre la politique d'AIPAC. Ils ne soutiennent plus cette soumission aveugle envers le gouvernement israélien actuel. Ils sont critiques envers l'occupation et voient qu'il ne peut y avoir qu'une coexistence commune. Ils croient que le problème palestinien ne peut pas être résolu par la violence. Donc, ce sont des développements vraiment intéressants au sein de la communauté juive aux États-Unis, qui, comme dit, est beaucoup plus complexe et diversifiée. Cela ne peut absolument pas être comparé à la communauté juive ici en Allemagne. Cette dernière, en ce qui concerne sa partie officielle, s'oriente certes fortement vers l'AIPAC, mais n'a évidemment pas les mêmes moyens financiers, bien qu'elle reste très influente. Les développements que nous observons aux États-Unis sont donc particulièrement intéressants, car un changement significatif est en train de se dessiner. Tout cela n'en est qu'à ses débuts. Cela prendra encore des années avant que de plus grands changements ne se produisent, mais je trouve cela extrêmement intéressant à suivre. Quelque chose a été mis en mouvement et la guerre de Gaza a encore accéléré le tout de manière dramatique. En Allemagne même, la situation est naturellement toujours, comment dire, un peu mitigée. Il y a toujours de grands efforts de la part de l'État et de la police pour interdire les manifestations considérées comme pro-palestiniennes, ou du moins les soumettre à de fortes restrictions. Il y avait un camp de protestation devant le bâtiment du Reichstag à Berlin pendant plusieurs jours. La police de Berlin avait imposé aux manifestants de n'exprimer leur protestation que dans certaines langues, à savoir uniquement en allemand ou en anglais. La police justifiait cela par le fait qu'elle ne pouvait pas maîtriser toutes les langues du monde. Curieusement,
il était expressément interdit aux manifestants de parler, par exemple en hébreu ou en gaélique. Le gaélique, en plus de l'anglais, est une langue nationale en Irlande, parlée par plusieurs milliers de personnes. Il semble qu'il y avait aussi quelques Irlandais présents qui criaient des slogans en gaélique. La police est intervenue, craignant que des slogans antisémites tels que « Libérer la Palestine » ne soient prononcés. En Allemagne, cette expression n'est pas nécessairement illégale lors des manifestations, mais la police peut intervenir si elle le juge nécessaire. Le camp a ensuite été dissous. La situation s'est également aggravée ici. Vous l'avez peut-être entendu. En avril, un congrès sur la Palestine devait avoir lieu à Berlin, prévu pour 3 jours, mais il a été terminé après seulement 2 heures. Peu importe ce que l'on pense maintenant d'un tel congrès, il est remarquable que même des personnes de haut rang aient reçu une interdiction d'entrée. Parmi eux se trouvait le recteur de l'université de Glasgow, qui est également chirurgien maxillofacial. Il voulait venir à Berlin pour parler de ses expériences faites à l'hôpital Al-Shifa dans la bande de Gaza. Cependant, il n'a pas été autorisé à entrer en Allemagne. À l'aéroport, il a été intercepté, interrogé pendant 3 heures selon ses dires, puis renvoyé au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas tout. Cette folie peut même être amplifiée. Yanis Varoufakis, vous vous souvenez, ancien ministre des Finances grec, a reçu non seulement une interdiction d'entrée pour la durée de ce procès, mais aussi une interdiction d'activité sur le territoire couvert par la loi fondamentale. Cette restriction n'était apparemment pas limitée dans le temps au départ, mais a ensuite été levée le 15 avril. Et c'est vraiment sensationnel. Il faut bien comprendre, un ancien ministre d'un État membre de l'UMR, donc d'un État ami, reçoit une sérieuse interdiction d'activité pour la République fédérale d'Allemagne. C'est un véritable précédent. Jamais dans l'histoire de la République fédérale, qui existe depuis 1949, une telle chose ne s'était produite. L'interdiction d'activité a été imposée parce que Varoufakis voulait participer par vidéo et non parce qu'il voulait se rendre à Berlin. Il n'a pas pu réaliser sa participation car le congrès a été interrompu prématurément. Pour empêcher qu'il se connecte, l'interdiction d'activité a été délivrée. Cette démarche, qui émane de notre ministre fédéral de l'Intérieur, vise à empêcher un ancien collègue ministériel de témoigner en Allemagne. La mesure a désormais atteint des dimensions qui soulèvent des questions sur où cette évolution mène. Qu'est-ce qui vient ensuite? Des tribunaux d'exception pour délit d'opinion? Et ce qui me choque et m'indigne personnellement le plus, si je puis dire, c'est le fait qu'il n'y ait pas de débat public à ce sujet. Ni en politique, ni dans les médias, ce qui se passe ici n'est abordé. Il s'agit en fait d'une transformation progressive de cette République vers un État autoritaire. Un développement qui est accéléré par la tentative de certaines parties du gouvernement d'interdire et de supprimer la libre expression des opinions. On n'est pas obligé d'apprécier chaque déclaration faite dans le contexte Israël-Palestine. Mais quand, comme dit, une interdiction de parler est imposée à un ancien ministre d'un pays ami de l'UTMEV en Allemagne, alors quelque chose a dangereusement commencé à glisser. Et là, on devrait vraiment se concentrer. Notre président fédéral Steinmeier était récemment en Turquie et s'est également exprimé sur le sujet de la guerre de Gaza. Il a été bref et concis. C'est le Hamas qui a commencé. Ce n'est pas faux, mais on pourrait penser qu'on devrait être capable de considérer les choses un peu plus globalement, plutôt que de simplement se référer à ce qui s'est passé le 7 octobre. Cela est bien sûr à condamner. Mais ce qui s'est passé ensuite, tant en ce qui concerne la destruction israélienne dans la bande de Gaza que l'érosion progressive des droits fondamentaux en Allemagne, tout cela doit ou devrait être nommé de manière critique par l'État.
als Staatsoberhaupt kritisch benennen. Wenn man das nicht tut, dann wachen wir eines Tages auf in einem Si on ne fait pas cela, alors un jour nous nous réveillerons dans un pays et nous réaliserons « Hé, regarde ça, des médias d'État. Cela existe normalement seulement en Russie ou en Iran. Et quelle est l'évolution chez nous? Pourquoi n'y a-t-il pas de débat à ce sujet? Aucun talk-show n'aborde cela. Cela ne se produit tout simplement pas. Les choses se passent, mais elles ne sont pas discutées. Que va-t-il se passer maintenant au Moyen-Orient? Que se passe-t-il là-bas? Pour commencer, le gouvernement Netanyahou n'a pas vraiment de plan pour l'après. Netanyahou fait la guerre pour la guerre, car au moment où la guerre devrait se terminer, il y aura probablement de nouvelles élections qu'il ne gagnera probablement pas. Neuwahlen geben, die vermutlich nicht gewinnt. Es mag dann sein, dass man ihn juristisch an die Kandare nimmt. Il se pourrait que Netanyahou soit tenu juridiquement responsable. Cependant, la guerre continuera, cela est certain. Quel est le plan pour l'après-guerre? Lorsque la guerre prendra fin un jour, que se passera-t-il? Il y a des réflexions de think tank qui suggèrent que l'autorité nationale palestinienne réformée à Ramallah, sous la direction de Mahmoud Abbas, devrait prendre le pouvoir dans la bande de Gaza. Mais cela n'arrivera pas, car il est peu probable que les responsables à Ramallah prennent en charge une région dévastée. Il n'y a pas de plan concret pour l'après-guerre. Es gibt keinen Plan für den Tag danach. Die Vorstellung der israelischen Seite, man könne die Hamas militärisch. L'idée du côté israélien selon laquelle on pourrait vaincre ou même anéantir militairement le Hamas est totalement absurde. Cela, tout le monde le sait qui veut le savoir. Mais officiellement, cet objectif est toujours maintenu. Quelles sont donc les idées israéliennes? Quel plan existe? Pas nécessairement pour le jour suivant, mais à long terme, pour gérer les 2,3 millions de Palestiniens. Il y a des Israéliens ingénieux qui ont déjà développé des idées intéressantes qui trouvent de plus en plus d'écho à l'international. Je voudrais en présenter quelques-unes ici. Commençons par l'Institut Misgav pour la sécurité nationale et le sionisme. C'est un think tank israélien de droite. En octobre 2023, un plan détaillé pour la réinstallation de tous les Palestiniens de la bande de Gaza dans le Sinaï a été présenté. Ce plan a été proposé par l'Institut Misgav. Le titre est « Un plan pour la réinstallation et la rapatriation définitive de toute la population de la bande de Gaza en Égypte, aspect économique ». Le sous-titre de cette étude est « Il existe actuellement une opportunité unique et rare d'évacuer toute la bande de Gaza en coordination avec le gouvernement égyptien. Selon ce document stratégique, la faiblesse économique de l'Égypte devrait être exploitée. L'essentiel est que le Caire accueille 2,3 millions de Palestiniens. En retour, les créanciers occidentaux devraient annuler une grande partie de la dette nationale de l'Égypte. Les coûts de la réinstallation seraient pris en charge par Israël, 19 000 $ américains par ménage, ce qui correspondrait à une fois 1 à 1,5% du produit intérieur brut annuel israélien. L'auteur du rapport initialement secret puis divulgué est Amir Weidman, un membre éminent du Likoud, donc du parti au pouvoir de Netanyahou. Au conseil d'administration de l'Institut Misgav siègent un certain nombre de célèbres extrémistes de droite, dont les intentions n'existent certainement pas dans le vide. La ministre des Renseignements, Gila Gamliel, également du Likoud, a adopté le document stratégique sous le logo de son ministère. Le général de division Adi Giora Eiland est un esprit très créatif de la classe dirigeante israélienne. Il avait proposé au début de la guerre qu'on pourrait envisager de propager des épidémies dans la bande de Gaza, car cela faciliterait le travail de l'armée israélienne. En tout cas, M. Eiland avait suggéré d'instruire les Palestiniens de la bande de Gaza à se rendre en Égypte ou à se rassembler sur la côte, tandis qu'Israël rendrait l'enclave temporairement ou définitivement inhabitable. Danny Ayalon, ancien ambassadeur d'Israël à Washington, parlait de grandes zones dans le Sinaï où ils pourraient être évacués. Ce ne serait pas Israël, mais la communauté internationale qui aurait alors la possibilité d'y construire des villes-cellules pour eux.
Zeltstätte für sie zu errichten. Israel Katz, zu dem Zeitpunkt Energieminister, twitterte, Israel Katz, qui était alors ministre de l'Énergie, a tweeté « Toute la population civile de Gaza doit disparaître immédiatement ». En réponse, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a averti d'un nettoyage ethnique. L'Alliance locale pour la justice entre Israéliens et Palestiniens a mené une recherche approfondie sur ces fantasmes de déplacement, compilé les citations pertinentes et informé le gouvernement fédéral, qui n'a pas réagi. Et pourquoi le ferait-il? Le chancelier Olaf Scholz savait déjà le 26 octobre de l'année précédente qu'Israël est un État démocratique guidé par des principes très humanitaires. Par ailleurs, il a exprimé sa pleine confiance dans l'armée israélienne, convaincu qu'elle respecterait le droit international dans ses attaques sur la bande de Gaza. Il a déclaré cela le 26 octobre 2023. À ce moment-là, plus de 10 000 Palestiniens avaient déjà été tués, dont 70% de femmes et d'enfants, et de vastes parties de la bande de Gaza étaient déjà en ruine. Il faut vraiment avoir une perception de la réalité très particulière pour voir les choses comme Olaf Scholz, notre chancelier fédéral. Bien que le Caire ait officiellement rejeté la demande israélienne, des images satellites de février 2024 montrent qu'une zone juste derrière les clôtures frontalières à Rafah a été entourée de hauts murs de béton. Mit hohen Betonmauern umfriedet worden ist. Offenbar in der Absicht, dort Raum für eine Zeltstadt zu schaffen. Apparemment, dans l'intention de créer de l'espace pour une ville de tente, le journal Israel Hayom rapportait en novembre 2023. Selon leurs idées, l'Égypte devrait accueillir 1,3 million de Palestiniens, la Turquie 500 000, l'Irak et le Yémen chacun 250 000. Cela fait un total de 2,3 millions. En même temps, deux députés de la Knesset, l'un ancien ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, l'autre ancien chef adjoint du Mossad, ont exigé que la communauté internationale montre de la compassion et aide les gens de Gaza à envisager un avenir meilleur. Menschen in Gaza dabei zu helfen, einer besseren Zukunft entgegenzusehen. Zitat Ende. L'appel était principalement adressé aux Européens. Mais le chef de la CSU, Friedrich Merz, pour ne citer qu'un exemple, a déjà préventivement décliné en arguant que nous avions suffisamment de jeunes hommes antisémites dans le pays. En janvier 2024, des représentants du gouvernement israélien ont commencé à négocier avec le Tchad et le Rwanda pour l'accueil des Palestiniens. En contrepartie, des aides militaires et financières étaient proposées. D'autres États africains, y compris le Congo, ont refusé de telles visites. Au même mois, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a proposé lors d'une réunion avec ses homologues de l'UNRWA de construire une île artificielle au large de la côte de la bande de Gaza. Cette île serait alors destinée à accueillir les Palestiniens. Également sur cette île, qui de facto serait une île-prison, une base militaire internationale devrait être établie pour assurer la paix et l'ordre. Cela pourrait être qualifié de pragmatisme sain. En janvier 2024, les preuves se sont également multipliées que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui avait agi comme partenaire junior des États-Unis dans la guerre en Irak en 2003, était en mission en tant que médiateur du gouvernement Netanyahou pour obtenir un soutien à l'accueil des Palestiniens à l'étranger. Il a nié cela, mais qu'est-ce que cela signifie de la part d'un homme qui a participé à une guerre d'agression illégale en invoquant des armes de destruction massive inexistantes? À la radio israélienne, Blair a clairement indiqué en janvier que les pays arabes sont obligés d'aider les Palestiniens. Den Palästinensern zu helfen. Sie sollten besser das tun, als aufhetzende Reden zu halten. Vous feriez mieux de faire cela plutôt que de tenir des discours incendiaires. Cela correspond au fait que plusieurs ministres du gouvernement israélien ont participé en janvier à une conférence de colons d'extrême droite. Cette conférence avait pour slogan « La colonisation signifie sécurité et victoire »
et appelait à la création de nouvelles colonies israéliennes dans la bande de Gaza après l'émigration des Palestiniens. En février 2024, Jared Kushner, gendre de Donald Trump et gestionnaire de fonds milliardaires, a déclaré lors d'un panel à l'université d'élite Harvard: « La situation là-bas est un peu malheureuse, mais du point de vue israélien, je ferai de mon mieux pour déplacer les gens de là et ensuite nettoyer. » Und anschließend aufräumen. Zitat Ende. Kushner est d'ailleurs considéré comme un possible ministre en cas de second mandat de Donald Trump. Devant la côte de la bande de Gaza se trouve le champ gazier Gaza Marine, avec un volume de milliards de mètres cubes de gaz naturel. Bien que la bande de Gaza ne fasse pas partie d'Israël et que le gouvernement israélien ne se considère pas comme une puissance occupante là-bas, Tel Aviv a accordé le 29 octobre 2023, guerre ou non, les licences d'exploration aux géants de l'énergie BP et Eni. Les profits de plusieurs milliards attendus, selon les plans, devraient être partagés entre Israël et les investisseurs, tandis que les Palestiniens risquent de ne rien recevoir. Comme Gaza Marine se trouve à moins de 35 km de la côte, l'extraction de gaz y est nettement moins coûteuse que dans d'autres zones de la Méditerranée. En lien avec d'autres zones économiques exclusives le long de sa côte, Israël est sur le point de devenir un important pays de transit et fournisseur de gaz naturel et de pétrole pour l'Europe. Des contrats correspondants ont déjà été signés entre Tel Aviv et Bruxelles en 2022, après la fin du partenariat énergétique de l'UMEIMEL avec la Russie. À terme, des installations et des entreprises à terre, notamment dans la bande de Gaza, seront nécessaires pour le traitement et l'expédition. Des projets de construction à grande échelle sont indispensables. Et c'est là que le cercle se boucle avec l'investisseur immobilier Jared Kushner, qui pourrait certainement accomplir de grandes choses dans ce domaine, avec plusieurs perspectives et surtout en tant que ministre. Le dernier mot à ce sujet doit être laissé au général de division à la retraite, Giora Eiland, un ami des messages clairs. Il dit juste après le 7 octobre, « C'est ce qu'Israël a commencé à faire. Nous mettons fin à l'approvisionnement de la bande de Gaza en énergie, en eau et en diesel. Mais cela ne suffit pas. Pour rendre le siège efficace, nous devons empêcher les autres de fournir de l'aide à Gaza. Si l'Égypte et d'autres pays préfèrent que ces gens meurent à Gaza, alors c'est leur décision. » Regardons maintenant la géostratégie dans la région. Le conflit avec l'Iran s'est maintenant calmé pour le moment. Le 1er avril, les Israéliens se sont permis de bombarder l'ambassade iranienne à Damas. Violation flagrante de toutes les normes du droit international. Une condamnation de cette attaque au Conseil de sécurité des Nations Unies a échoué en raison du veto des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Le ministre des Affaires étrangères iranien a ensuite déclaré que s'il y avait eu une condamnation, nous aurions renoncé à d'autres mesures. Au lieu de cela, il y a eu une attaque de l'Iran contre Israël. Les mêmes acteurs en Occident, y compris le gouvernement fédéral allemand, qui n'ont pas prononcé un mot de critique sur cette violation claire du droit par Israël, étaient maintenant justement indignés et disaient que c'était inacceptable, une attaque contre Israël, oh mon Dieu. Cette attaque était plus ou moins un spectacle, une mise en scène. Les Américains étaient informés et savaient qu'il n'y aurait pas d'autres attaques. Les drones ont volé particulièrement lentement et ont pris jusqu'à 6 heures pour aller de l'Iran à la frontière israélienne. Tous ont été abattus en cours de route, principalement non par Israël, mais par des avions de chasse américains, britanniques et français. Il est intéressant de voir comment les normes sont appliquées de manière différente. Les Israéliens ont été invités à ne pas jeter encore plus d'huile sur le feu et à renoncer à la vengeance de la vengeance. Pourtant, ils l'ont fait. Ils ont mené une petite attaque à peine perceptible, que le côté iranien a même nié,
affirmant qu'il n'y avait eu aucune attaque. Il semble que quelques drones, selon les informations iraniennes 3, n'étaient pas des drones, mais des missiles qui ont été abattus, sans toutefois causer de grands dommages, ou même aucun. Le démenti des Iraniens, selon lequel il s'agirait d'une opération interne de saboteurs, semblait assez crédible pour le public iranien. Pour l'instant, il règne un calme sur le front. Cela ne signifie cependant pas que la situation soit détendue. Ce n'est absolument pas le cas. M. Haaretz vient de publier un grand article dans le journal israélien qui révèle que le gouvernement israélien continue de travailler à éliminer ses adversaires les uns après les autres. D'abord le Hamas, ensuite le Hezbollah et enfin l'Iran. L'Iran ne peut pas attaquer Israël seul. Pour cela, ils ont besoin du soutien des États-Unis. En Allemagne, comme vous le savez, la raison d'État prévaut. Cela signifie que si un conflit éclate entre Israël et l'Iran, même si Israël est l'agresseur, il ne faudra pas longtemps avant que les premiers experts en politique et dans les médias principaux ne réclament que la Bundeswehr s'engage aux côtés d'Israël menacé. On a du mal à imaginer tout cela. Mais on se demande combien une administration fédérale peut agir de manière myope et irresponsable en se positionnant si aveuglément aux côtés d'un gouvernement hautement discutable qui envisage peut-être de mettre toute la région à feu et à sang. Une guerre contre l'Iran ne sera pas une promenade, mais elle aura des conséquences sérieuses. Il faut toujours garder à l'esprit que l'Allemagne, qui se vante d'un gouvernement à la clairvoyance légendaire, a décidé, dans le contexte de la guerre en Ukraine avec l'UE, de mettre fin à toute coopération énergétique avec la Russie. Nous nous positionnons comme les bons qui ne coopèrent pas avec les méchants. Néanmoins, nous continuons à importer du pétrole et du gaz russe, mais par des détours et des pays tiers, et cela à un prix 3 à 5 fois plus élevé. Nous laissons de côté ce sujet, car c'est une autre discussion. Le fait est que nous n'avons plus d'approvisionnement énergétique direct de l'Est. Cela signifie que l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne, notamment en ce qui concerne le gaz naturel, provient principalement des États-Unis, la Norvège étant un autre fournisseur important. Si des conflits survenaient au Moyen-Orient, l'approvisionnement énergétique de cette région serait interrompu. Les prix s'envoleraient. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre les répercussions que cela pourrait avoir sur l'économie allemande, surtout en cas de conflit prolongé s'étendant sur plusieurs mois. Et si le prix d'un baril de pétrole atteint non plus 88 €, mais environ 150 $, alors le fait que le litre d'essence à la pompe coûte peut-être 3 ou 4 € est franchement encore le moindre problème. L'économie en Allemagne serait alors fortement mise en difficulté. Nos amis américains, surtout dans une année électorale, utiliseraient d'abord leurs ressources en cas de pénurie durable. Ce qu'ils exporteraient ensuite, ils le proposeraient à des prix nettement plus élevés que ce n'est déjà le cas. Bien que nous soyons liés par des valeurs communes, si quelqu'un pense que les Américains nous feraient des cadeaux dans le secteur de l'énergie, il faut être prudent. La réalité est différente quand on regarde les chiffres. Donc, en d'autres termes, il s'agit d'une situation très dangereuse qui devient encore plus difficile et dangereuse au Moyen-Orient. Même si la cause de Gaza a quelque peu disparu des médias pour le moment, elle devient néanmoins plus difficile et dangereuse. L'approche de Netanyahou peut être considérée comme un coup de génie. La critique d'Israël concernant ses actions dans la bande de Gaza était assez forte. Puis, la confrontation avec l'Iran a détourné l'attention. Et soudain, plus personne ne parlait de la bande de Gaza. Du moins, cela a été le cas pendant un certain temps. Les Israéliens préparent actuellement leur offensive terrestre à Rafah. Ils ne le font pas seuls, mais en étroite coopération militaire avec les Américains.
militärische Kooperation. Sie zögern noch ein bisschen, weil klar, wenn man sich vor Augen hält. Ils hésitent encore un peu, car il est clair que si l'on considère que dans la région étroite de Rafah, 1,1 million de personnes vivent dans des conditions qui rappellent celles d'un élevage en cage, une intervention militaire là-bas signifierait un massacre. Ce qui s'est passé jusqu'à présent est probablement encore à considérer comme relativement inoffensif. Cela attiserait encore considérablement les protestations mondiales. Maintenant, quand on aborde le sujet de l'Iran en Allemagne et qu'on écoute ce qui est rapporté dans les médias, on a souvent l'impression que ceux qui s'expriment sur l'Iran sont très guidés par des illusions et moins par la réalité. La plupart des gens dans la politique et les médias croient que l'Iran est un État voyou. Cela ne fait aucun doute. Ils pensent que la population ne soutient plus le régime et qu'il suffirait de renforcer la société civile pour que le système s'effondre de l'intérieur. Ils croient alors que le pays serait à nouveau libre et que tout irait bien. Cependant, cette opinion est complètement absurde et totalement irréaliste. Bien sûr, il est populaire en tant qu'activiste de prétendre apporter la liberté aux femmes en Iran. De telles déclarations sont accueillies avec enthousiasme et attention, mais elles simplifient la réalité complexe. Et bien sûr, la situation politique intérieure en Iran est désastreuse. Il n'y a rien à embellir. Mais ce sont deux choses différentes que de s'occuper des affaires intérieures de l'Iran ou de se demander comment l'Iran est positionné dans la région. La seule chose qui est venue à l'esprit des acteurs locaux était de dire après l'attaque iranienne sur Israël, augmenter les sanctions, augmenter les sanctions, augmenter les sanctions. Mon Dieu, l'Iran est déjà le pays le plus sanctionné au monde. Cela dure depuis 1969, intensifié depuis les années 2000 avec le programme nucléaire. Et cela a-t-il conduit à l'effondrement du régime là-bas? La seule chose que les sanctions contre l'Iran ont accompli est de pousser les classes moyennes, c'est-à-dire les porteurs sociaux d'un changement possible vers la pluralité et la démocratie, vers la pauvreté. Ainsi, la base sociale capable de provoquer un changement n'existe plus. Ces mesures de sanctions ont donc eu pour effet de renforcer de facto les bénéficiaires du régime. Beaucoup ne savent pas ou ne veulent pas comprendre que ce régime, aussi désagréable qu'il puisse nous paraître, a de nombreux bénéficiaires. On entend parfois qu'il ne bénéficie que de 15 à 20% de soutien parmi la population. Je me demande toujours d'où ceux qui affirment cela tirent leurs informations. Il est indéniable que le régime est impopulaire, mais beaucoup de personnes en bénéficient également. Il faut comprendre que l'économie en Iran est étroitement liée à la garde révolutionnaire et à l'appareil militaire. De nombreuses personnes dépendent des emplois fournis par le système politique. Il est donc totalement irréaliste de croire qu'il pourrait y avoir un soulèvement des membres de la classe moyenne à Téhéran, qui numériquement ne joue presque plus aucun rôle, et que cela pourrait renverser le régime. Les mouvements d'opposition à l'étranger ont peu d'influence en Iran. Seuls 2 d'entre eux jouent un rôle notable. Les uns sont les royalistes. Ils sont visibles sur presque toutes les manifestations pro-israéliennes, non pas avec le drapeau de la République islamique, mais avec l'emblème du lion, qui représente le règne du Shah. Ils sont en quelque sorte les Reichsbürger de l'Iran, vivant à l'étranger et partisans du Shah, appartenant donc à un mouvement historiquement dépassé. Ils croient qu'en soutenant Israël, ils peuvent augmenter leur influence et leurs chances de revenir au pouvoir en Iran. C'est une des factions. L'autre faction est celle des soi-disant Moudjahidines du peuple. Aux États-Unis, il se nomme le Conseil national de la résistance, ce qui sonne plus attrayant. Les Moudjahidines du peuple, c'est en fait un mouvement néo-stalinien extrêmement impopulaire en Iran. Premièrement,
parce qu'ils se sont rangés du côté de l'Irak pendant la guerre Iran-Irak de 1980-88. Deuxièmement, parce que les Moudjahidines du peuple ont commis de nombreux attentats terroristes en Iran. Il existe également des soupçons selon lesquels les partisans de ce mouvement sont régulièrement impliqués dans l'assassinat de scientifiques nucléaires ou dans des actes de sabotage en Iran. Ainsi, même si l'Iran organisait les élections les plus libres du monde, il ne recueillerait qu'une part infime des voix. C'est ce qu'on peut supposer. Ils sont détestés en Iran. On pourrait les comparer, si l'on veut, à la fraction armée rouge de l'Iran, même si l'évaluation ici est bien différente. Ils sont bien positionnés, font beaucoup de propagande et s'efforcent d'être entendus par les politiciens allemands. En bref, le régime en Iran est toujours fermement en selle. Quiconque pense le contraire raconte des absurdités ou ne sait pas de quoi il parle. De plus, l'Iran, en raison des sanctions imposées contre lui, n'avait pas d'autre choix que de se réorienter géopolitiquement. Et c'est ce que les Iraniens ont fait. Désormais, l'Iran est un fournisseur d'énergie important, voire crucial pour la Chine. En même temps, la Russie réorganise toutes ses voies de transport en direction de l'Extrême-Orient, car elle ne souhaite plus gérer ses exportations de pétrole et d'énergie via la mer Baltique, afin de ne pas être trop proche de la zone d'influence de l'OTAN. Ainsi, on détourne une grande partie de ses propres voies de circulation, passant par la mer Caspienne en direction de l'Iran, puis de là vers l'Inde et l'Extrême-Orient. C'est un nouveau développement qui, bien sûr, n'est pas pris en compte ici en Allemagne. J'ai exposé cela en détail dans mon livre « La morale avant tout ». Ce développement est vraiment très intéressant, mais comme je l'ai dit, dans la conscience des politiciens locaux ou des faiseurs d'opinion, qui se concentrent plus sur la morale que sur la façon dont le monde est réellement structuré, qui a son mot à dire où ça passe inaperçu. Ils ne s'en rendent évidemment pas compte. Supposons donc qu'il arrive vraiment le pire et que nos amis israéliens attaquent l'Iran dans le cadre d'une légitime défense. Tout cela mènerait immédiatement à une guerre plus large. Les Américains se rangeraient du côté d'Israël, et ainsi de suite. Si cela devait se produire, dans le pire des cas, que feraient alors les Russes, que feraient alors les Chinois? Diront-ils, « Eh, c'est ennuyeux, les Iraniens ont maintenant un problème, c'est dommage. » Mais cela ne nous intéresse pas davantage. Ils ne le feront probablement pas. Ils feront tout pour que les conditions politiques en Iran restent telles qu'elles sont. Ils soutiendront l'armée locale avec tout ce qu'il faut pour repousser l'attaque. Cela est certain. On peut vraiment parier là-dessus. La Russie et la Chine ne laisseront pas l'Iran, les circonstances politiques, à Téhéran, à eux-mêmes. Ils interviendront activement dans un tel conflit militaire. Cela signifierait donc que d'un côté, nous avons notre partenaire de valeur, Israël, et nous serions aux côtés d'Israël, avec les Américains et les Français, disons simplement avec l'OTAN. Donc ici, Israël et l'OTAN, et de l'autre côté, l'Iran avec ses alliés, à savoir la Russie et la Chine. Vers où cela nous mène-t-il? Dans la politique locale, je crois qu'il y a très peu de politiciens qui réalisent ce qui est en train de se préparer. Cela est à peine abordé. Je vous garantis que si cela va vraiment à l'extrême, je peux déjà imaginer les éditoriaux dans le Tagesspiegel. Je vois les déclarations politiques de personnes comme Friedrich Merz ou la ministre de l'Intérieur allemande. Ils diront tous en chœur « Oh mon Dieu, nous devons agir maintenant ». Et ainsi de suite, avec toutes les conséquences qui en découlent. Honnêtement, je trouve cette pensée très désagréable. Ce sont des temps dangereux et des circonstances préoccupantes. Et ce qui m'inquiète, c'est l'absence d'acteurs politiques ou de faiseurs d'opinion qui agissent contre cela. La propagation de l'ignorance a atteint de telles proportions que même la simple dénomination d'un fait, comme j'ai essayé de le faire pour vous expliquer la situation en Iran,
représente un défi. Récemment, lors d'une interview radio, on m'a demandé si l'Iran allait probablement s'effondrer bientôt. Ma réponse a été que ce ne serait pas le cas. Les forces qui veulent maintenir le statu quo sont très fortes. Je l'ai expliqué en détail. Là, j'ai dit, oui, mais c'est votre opinion personnelle. Ce n'est pas mon opinion personnelle. Il s'agit simplement d'additionner 3 et 4 et de vivre les yeux ouverts. Ah oui, vous parlez comme un politicien. Parce que bien sûr, vous vouliez en venir au fait que l'Iran opprime les femmes, l'Iran opprime les gens. Tout cela est très terrible et nous devons maintenant aider la société civile pour changer les choses. Une dernière pensée à ce sujet. Ce perpétuel bavardage m'irrite depuis longtemps. Si vous vous souvenez des conflits comme en Biélorussie ou en Syrie ou n'importe où dans le monde, c'est toujours la même rhétorique. Nous, les bons, devons renforcer la société civile. Une fois la société civile renforcée, le régime répressif sera renversé. Que ce soit en Syrie, en Russie ou en Chine, partout dans le monde, cela devrait se passer ainsi. Et ensuite, selon cette idée, les Verts russes, chinois ou iraniens ou les démocrates libres prendront le pouvoir. C'est, pour le dire de manière exagérée, une conception naïve de ceux qui propagent de tels slogans. Cependant, si l'on regarde la réalité de manière sobre, ce concept n'a jamais fonctionné. Partout où l'Occident a cru devoir intervenir, cela s'est terminé en désastre, en catastrophe pour la population concernée. En Biélorussie, également appelée Bélarus, le soutien de l'opposition par l'étranger n'a pas conduit à des difficultés pour Loukachenko. C'est une des vérités amères, aussi désagréables soient-elles. Nous, en tant qu'Allemands, Européens et aussi en tant que membres de l'OTAN, ne pouvons pas influencer le développement politique intérieur dans des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran ou d'autres. Cela n'est pas en notre pouvoir. Cependant, nous pourrions encourager plus de raisons dans les pays avec lesquels nous sommes amis. Cela signifie par exemple que nous devrions clairement indiquer au gouvernement israélien sous Benjamin Netanyahou qu'il devrait nous écouter. Nous sommes du côté d'Israël. Nous avons une responsabilité historique particulière en tant qu'Allemands envers les Juifs et envers Israël. Cependant, cette responsabilité ne s'applique pas à un gouvernement qui est en partie fasciste et qui mène actuellement une guerre d'extermination dans la bande de Gaza. Nous ne participons pas à cela. Premièrement, nous ne vous fournirons plus d'armes. Et deuxièmement, très clairement, si vous deviez poursuivre d'autres activités guerrières dans la région, nous ne serons pas de la partie. Nous ne vous soutiendrons pas. Croyez-le bien. De telles déclarations claires devraient être faites, pourraient être faites, mais il ne semble pas que cette situation changera dans un avenir proche. Probablement que les choses devront d'abord empirer avant de s'améliorer. Je trouve très encourageant qu'aux États-Unis, un consensus croissant se forme, incluant également des voix juives critiques. Ces voix ne sont plus d'accord avec les actions du gouvernement à Tel Aviv, s'en distancient et tentent de former un contre-pôle. En Allemagne, nous ne sommes pas à la tête de ce mouvement, ce qui a certainement aussi des raisons historiques. Mais ici aussi, il y a de nombreuses voix juives critiques qui s'expriment contre cette guerre. Ces personnes sont cependant protégées par un État bienveillant qui leur fait comprendre que leurs actions pourraient être considérées comme antisémites en cas de doute. Il faut repenser les choses, se réorienter. J'espère que ce podcast a également contribué à élargir les horizons ici et là et à inciter davantage de personnes à remettre en question le statu quo. Malheureusement, dans les médias, on a rarement l'impression de voir une lueur d'espoir. Peu tentent de présenter une situation de manière nuancée et objective, sans diviser le monde en bien et mal. Ce moralisme allemand pourrait encore nous être fatal. J'espère évidemment pas cela, mais je remercie de votre attention. Prenez soin de vous
Aber in diesem Sinn danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.